Donc, on vient de voir que l'évolution d'un système, quel que soit le système, quelles que soient les circonstances, est associée à un opérateur linéaire engendré par un opérateur hamiltonien auto-adjoint, engendré au sens de la génération, enfin des générateurs en mathématiques, c'est-à-dire que U s'écrit pour une transformation infinitésimale, l'opérateur qui fait passer de l'état d'un système à l'instant t à l'état d'un système à l'instant t plus dt, s'écrit au premier ordre en dt comme ceci, et donc l'unitarité de l'opérateur d'évolution implique ou nécessite, comme vous voulez, en tout cas est équivalente à l'hermiticité, l'auto-adjoinité, je ne sais pas comment on dit, de H, et donc ce H-là est une grandeur physique. Et donc si H, qui pourrait dépendre du temps, puisqu'après tout la façon dont le système évolue pourrait dépendre du temps, si les conditions d'évolution varient, mais si ça ne dépend pas du temps, alors ceci conduit à l'expression U de t égale E puissance moins I H t sur H bar fois U de 0, c'est-à-dire l'identité, puisque U de 0, c'est quand il n'y a pas d'évolution. Alors, on a vu maintenant, ensuite, que puisque H est un opérateur hermitien, qui correspond à une certaine grandeur physique, il y a des états qui ont une valeur bien définie de cette grandeur physique. Ces états sont les états propres de l'opérateur en question, et il existe une base orthonormée d'états propres du hamiltonien. Ces états, donc, je les ai notés En, en anticipant le fait que cette grandeur physique, en fait, n'est rien d'autre que l'énergie, et par conséquent, pour ces états, on a HEN qui vaut EN fois EN, EN étant la valeur propre associée à l'état EN. Et ce qu'on vient de voir, c'est que si le système se trouve dans l'un de ces états propres, alors l'évolution de l'état est tout à fait triviale. Donc, si psi n de 0 égale En, alors psi n de t égale E puissance moins I ENT sur H bar, psi n de 0, c'est-à-dire En, enfin, au choix. OK? Donc, alors, voilà pourquoi on appelle donc ces états des états stationnaires, parce que si le système est dans un de ces états, au cours de l'évolution temporelle, le système reste essentiellement identique à lui-même, à une phase près qui ne modifie pas les probabilités d'obtenir les différents résultats possibles lorsqu'on mesure n'importe quelle grandeur physique. Bien. Donc, faire évoluer un système qui se trouve dans un état propre de l'énergie, c'est trivial. Voilà. Maintenant, il y a évidemment beaucoup d'autres états que les états propres de l'énergie, enfin du hamiltonien. Comment évoluent les autres états? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il suffit d'écrire chaque état dans la base des états propres du hamiltonien. Alors, on va faire un troisièmement, évolution d'un état quelconque. Pour un état quelconque, psi, vous pouvez toujours le développer sur la base des états propres de l'énergie. Et donc, vous pouvez toujours écrire que ça, c'est une somme de alpha n E n. Pour n, soit de 0, enfin de 1 à grand N si vous avez un espace de dimension grand N, mais ça peut aller jusqu'à l'infini si vous avez un espace de dimension infinie. En tout cas, vous pouvez toujours écrire ça. Et du coup, comment évolue le système s'il est dans cet état-là? Donc, supposons qu'à l'instant 0, on se trouve dans cet état-là.
à chaque instant t, on va toujours pouvoir écrire, on peut toujours développer sur la même base n'importe quel état. Donc l'état à l'instant t, je peux aussi le développer sur la même base, je vais juste avoir d'autres coefficients. Et la question, c'est comment évoluent ces coefficients? Ben, en fait, c'est complètement trivial. Ces coefficients évoluent par linéarité. Si on était dans l'état En, alpha n évoluerait avec une phase comme ça, et si on est dans un état combiné, eh bien, il se passe exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire que, donc, je vais mettre là, donc, psi de 0 vaut ça, et par conséquent, j'ai, oui, je vais écrire que je vais écrire que psi de t, c'est u de t appliqué à psi de 0, ça c'est la définition de l'opérateur évolution. Et cet opérateur d'évolution, il est linéaire, par conséquent, appliqué à la combinaison linéaire qui est ici, cela donne somme sur n des alpha n de 0, u de t, psi de 0. D'accord? U appliqué à cette combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire que j'ai écrite ici, bien évidemment. C'est juste la linéarité de l'opérateur. Mais ça, je sais ce que c'est. Ah, pardon. Ah, En, excusez-moi, bien sûr. En, d'accord. Psi de 0, c'est somme des alpha n En. Donc, U de psi de 0, c'est somme des alpha n U appliqué à En. Mais U appliqué à En, je sais ce que c'est. C'est ça. C'est E puissance moins I En T sur H bar fois lui-même. OK? Et par conséquent, la combinaison linéaire particulière qui correspond à psi de t, on la lit là-dessus, c'est somme sur n des alpha n de 0 E puissance moins I ENT sur H bar En. Autrement dit, la combinaison ici à l'instant t, avec les alpha n de t, est celle-ci, et donc alpha n de t, donc quel que soit n, alpha n de t, et quel que soit t aussi d'ailleurs, alpha n de t égale alpha n de 0, E puissance moins I En t sur H bar. Donc en fait, c'est super simple. Soit vous êtes dans un état propre du Hamiltonien et l'évolution du système, c'est trivialement, vous êtes dans un état stationnaire au sens où on l'a mentionné, c'est-à-dire l'état reste identique à lui-même à une phase près, donc voilà, la phase varie. Bon. Soit vous n'êtes pas dans un état propre du Hamiltonien, mais alors vous êtes dans une combinaison linéaire d'états propres du Hamiltonien, dont vous savez chacun comment il évolue. Eh bien, la combinaison linéaire évolue comme la combinaison linéaire de chacun d'eux. Donc, chaque coefficient de chaque état propre évolue comme l'état propre en question, c'est-à-dire avec la phase qui lui correspond. Donc, en fait, si vous connaissez le Hamiltonien, c'est-à-dire si vous connaissez le système, en principe, vous connaissez ce qu'il caractérise, comment il évolue. Donc, si vous connaissez le Hamiltonien, vous diagonalisez le Hamiltonien, c'est-à-dire vous cherchez ses états propres, et une fois que vous les avez, vous savez tout. Vous savez comment évolue le système s'il est dans un des états propres, c'est trivial, et s'il ne l'est pas, il est de toute façon dans une combinaison linéaire d'états propres. Et vous savez comment chacun d'eux évolue, donc vous savez comment le système évolue. Donc vraiment, c'est très très simple. Si vous connaissez le Hamiltonien, à supposer que mathématiquement on sache trouver ses vecteurs propres, évidemment, mais en tout cas ils existent, donc la stratégie, c'est d'écrire n'importe quel état dans la base des états propres du Hamiltonien, et ça vous donne l'évolution de n'importe quel système, aussi simplement que ça. Il n'y a rien d'autre à en dire, voilà. Alors après, il faudra voir des cas particuliers. En fonction des différents Hamiltoniens, il y aura différents vecteurs propres, et il faudra écrire n'importe quel état comme une combinaison linéaire de ça, et puis voilà.
OK? Donc conceptuellement, c'est très simple. Si vous voulez savoir comment évolue un système, vous cherchez les états propres et vous vous en servez comme base de l'espace des états. Alors, donc attention, hein, c'est ce que j'ai dit juste avant la pause. Cet état-là, avec la phase, a le même comportement que l'état sans la phase, mais la somme, donc alpha n de 0, cette somme-là, avec des coefficients pondérés chacun par son propre coefficient, n'a pas le même comportement que la somme sans ça. Si vous avez une phase globale, vous pouvez la mettre en facteur et du coup vous avez le même comportement physique. Mais si vous venez changer les phases de façon différente pour chacune des composantes, évidemment, c'est plus le même état. Donc l'état évolue. Justement, ça réalise l'évolution. Alors, un état comme ceci n'est pas un état stationnaire parce que justement, la probabilité... Alors, néanmoins, la probabilité de mesurer, si vous mesurez l'énergie, la probabilité de mesurer l'énergie En, ça va être module de ça au carré. Et module de ça au carré, c'est module de ça au carré. Donc la probabilité de mesurer n'importe quelle énergie ne varie pas. Par contre, la probabilité de mesurer d'autres grandeurs physiques, enfin d'obtenir d'autres résultats, pardon, quand j'ai dit probabilité de mesurer l'énergie, non. La probabilité d'obtenir une certaine énergie quand vous mesurez l'énergie ne varie pas, mais la probabilité d'obtenir certains résultats quand vous mesurez une autre grandeur physique va varier. Alors, on va... J'avais prévu un truc là. Mais je vais passer, c'est pas grave. Alors on va voir la conservation de l'énergie tout de suite. Quatrièmement, conservation de l'énergie, eh bien, je vais écrire plus proprement ce que je viens de dire. Ah, excusez-moi. OK. Donc, conservation de l'énergie. Alors, calculons l'énergie moyenne, enfin je l'appelle énergie, la grandeur physique associée au hamiltonien moyen lorsqu'on est dans l'état psi. Donc vous vous rappelez, ça se note comme ça, en fait ça ce n'est rien d'autre que psi h psi. D'accord ? Alors, j'ai psi de t qui vaut ceci, là. Je prends un état quelconque, hein, donc je garde cette écriture-là. Donc, le bras associé à psi, c'est somme sur n. Alors, quand on passe au bras, on passe au complexe conjugué. Donc, je vais avoir alpha n de 0 étoile. E puissance, au lieu de moins i, ça va être i en t sur h bar. En, bras. Donc, ça, c'est le bras psi. Puis h. Et donc, alpha n, somme, alors je vais changer de lettre, somme sur p de alpha, c'est les indices muets, alpha p de 0, e puissance moins i ept sur h bar, ep. OK ? Voilà
la valeur moyenne des valeurs qu'on obtiendrait si on mesurait l'énergie à l'instant t, si on faisait ça plein de fois sur plein de systèmes, tous dans le même état, psi de t. OK. Je n'ai pas mis psi de t, mais c'est psi de t. Bon, mais h appliqué à ça, bah, les EP sont vecteurs propres, donc ça fait, tout ça, la h appliquée à ça, ça fait somme sur p des alpha p de 0, e puissance moins i, ept sur h bar fois ep, ep. Et maintenant, j'applique ce bras à ce quête, et là, j'ai donc des en scalaires ep, avec des facteurs, mais les en scalaires ep, ils valent 0, sauf quand n égale p. Les EP, enfin les en forment une base orthonormée. Donc ça, ce n'est rien d'autre que la somme sur n. Pour chaque n, il n'y aura que le terme avec p qui est égal à n, qui n'est pas nul. Et donc ça va donner alpha n étoile de 0, alpha n de 0, ici, fois e puissance ien t sur h bar, e puissance moins ien t sur h bar, c'est-à-dire 1, fois en. Et donc, c'est égal à la somme sur n des modules de alpha n carré, alpha n de 0 carré, en. Et ceci est bien égal à la valeur moyenne du Hamiltonien à l'instant 0. Donc c'est indépendant du temps t. Oui ? C'est ce EP là, quand j'ai appliqué H à... OK. Oui? Oui, absolument. Mais en physique classique aussi, si le Hamiltonien dépend du temps, l'énergie ne se conserve pas. Donc si l'évolution du système ne dépend pas du temps, autrement dit, si on a vraiment invariance par translation dans le temps, eh bien, la grandeur associée au Hamiltonien se conserve. Et voilà ce qui en fait effectivement l'énergie. C'est-à-dire que ce H, là, cette grandeur physique, c'est la grandeur physique dont la conservation est liée à l'invariance par translation dans le temps. Et vous savez en physique classique, avec le théorème de Noether, qu'à chaque invariance est associée une grandeur qui se conserve. À l'invariance par translation dans l'espace est associée la conservation de la quantité de mouvement. À l'invariance par rotation dans l'espace est associée la conservation du moment cinétique. Et à l'invariance par translation dans le temps est associée la conservation de l'énergie. Eh bien voici, si on a invariance par translation dans le temps, en fait, on a une grandeur qui se conserve, qui est justement le H. Voilà pourquoi c'est l'énergie. Enfin, on peut le voir comme ça. On verra comment ça se manifeste par ailleurs dans les lois classiques dérivées du formalisme quantique, effectivement comme l'énergie, mais enfin, c'est déjà tout à fait manifeste ici. C'est la grandeur qui se conserve associée à l'invariance par translation dans le temps. Alors, j'ai écrit ici la conservation de cette grandeur moyenne. Mais en fait, on a bien plus que ça. Dès le départ, on a pu voir, quand on a vu que psi de t, c'était en fait, donc somme sur n des alpha n de 0, e puissance moins i e n t sur h bar en. C'était écrit là, à moins que c'est... Ouais, non, c'est celui-là, bon, j'ai réécrit bêtement. Quand on voit ça, on voit que non seulement la valeur moyenne de l'énergie se conserve, mais en fait, les probabilités d'obtenir n'importe quelle énergie possible quand on fait une mesure de l'énergie est la même à chaque instant. Parce que si je fais une mesure à l'instant t, mesure de l'énergie, enfin mesure de H, de la grandeur H, je vais obtenir la valeur bien définie En avec la probabilité module du coefficient correspondant
et c'est-à-dire module de alpha au carré, pardon, c'est-à-dire module de alpha n au carré, puisque ça c'est le module 1. Et donc c'est la même chose, donc ça c'est la proba P de n à l'instant t, ça vaut ça, mais ça vaut aussi la proba P de n à l'instant 0. D'accord ? Donc, soit le système a une valeur bien définie de l'énergie, c'est-à-dire qu'il est dans un état propre du Hamiltonien, et alors cette valeur est toujours la même, soit le système n'a pas une valeur bien définie de l'énergie, et du coup, si vous faites une mesure de l'énergie, ça va être aléatoire, avec certaines probabilités, mais ces probabilités seront les mêmes tout le temps. Et par conséquent, en particulier, la valeur moyenne sera la même tout le temps. C'est même plus fort que ça. Les probabilités d'obtenir les différents résultats possibles restent constantes au cours du temps. Donc vraiment, l'énergie se conserve, enfin, la grandeur h se conserve en un sens tout à fait profond dans un système où h ne dépend pas du temps. Ok, bon ben voilà, ça justifie le nom de Hamiltonien, associé donc à l'énergie, en vertu en particulier du théorème de Noether. Ok, alors je vais m'arrêter là pour le grand 2. En fait, non, je vais carrément passer au chapitre suivant, parce que j'avais prévu ensuite de faire l'exemple d'un spin dans un champ magnétique pour voir comment les états évoluent, mais il y a eu un TD là-dessus. Je ne pensais pas la peine qu'on perde du temps là-dessus. Je voudrais plutôt essayer d'avancer un petit peu pour gagner du temps pour la semaine prochaine. Comme après, on va rater 2 cours. Enfin, on est en train d'en rattraper un, mais il ne faut pas qu'on se décale avec les TD. Donc, à moins que vous ayez des questions là, je vais en fait aborder le chapitre 4. Ça vous va ? Ouais, mais je ne serai pas là non plus le lundi d'après. Il faut qu'on trouve un moyen de le rattraper, on va trouver, mais... Oui ? Alors, si vous êtes juste dans un état EN, alors ça évolue donc comme ça, on est d'accord. Ce terme de phase n'exprime pas grand-chose, au sens où cet état et cet état, ils se comportent de la même façon, c'est le même état en quelque sorte. C'est pour ça qu'on les appelle stationnaires. Mais si vous avez alpha 1 E1 plus alpha 2 E2, je vais peut-être écrire ça quand même. Si vous êtes dans cet état-là, alors, au cours du temps, vous allez être dans l'état alpha 1 E puissance moins i E1t sur h bar E1 plus alpha 2 E puissance moins i E2t sur h bar E2. OK ? Et cet état-là n'est pas celui-là. Pas du tout. D'accord ? Je vais faire un petit truc quand même avant de passer. Je vais prendre un exemple avec 2 niveaux. Ouais. Est-ce que ça veut dire que pour tout l'opérateur d'évolution qu'on nous donne, on peut deviner l'opérateur hamiltonien? Ah bah oui, si vous connaissez l'opérateur évolution, vous avez l'opérateur hamiltonien. Ouais. Ouais. J'hésite à vous... Est-ce que ma réponse... je ne sais plus à qui je répondais. Oui. Est-ce que ça vous a suffi, ma réponse ou... Ouais, bon, ok. Parce que je voulais expliciter un truc, mais on va partir un peu loin. Donc, voilà, il n'y a pas de signification particulière. C'est évidemment, un état peut toujours être développé sur la base des vecteurs propres du Hamiltonien, et les coefficients vont varier au cours du temps. Alors, ils vont varier, mais de telle façon que, évidemment, l'état reste normé, puisque l'opérateur évolution est un opérateur unitaire qui ne fait pas changer la norme. Donc, la somme
des modules des alpha n de t au carré, qui est la norme, en l'occurrence ça vaut 1 d'ailleurs, c'est toujours la même, quel que soit t. Bon. Donc, mais les coefficients du développement de l'état sur la base des vecteurs propres varient. Comment varie-t-il? Si c'est les vecteurs propres du Hamiltonien, il varie trivialement parce que pour un état propre du Hamiltonien, l'évolution c'est celle-là. Si on écrit l'état comme une combinaison linéaire de vecteurs propres d'un autre opérateur qui n'est pas le Hamiltonien, alors la variation des coefficients va être plus compliquée. Puisque justement la base de vecteurs propres que vous choisissez sera plus adaptée à l'évolution temporelle. Donc si vous voulez vraiment regarder l'évolution temporelle d'un système, il est très astucieux de prendre comme base la base des états propres du Hamiltonien, parce que celle-ci, vous savez comment elle évolue. Ok, alors chapitre 4, on va enfin aborder les états de position. Alors chapitre 4... Comment j'ai appelé ça? Espace des états de position et opérateurs associés. Alors, jusqu'à présent, on a considéré des systèmes de façon complètement générale. On a dit qu'il y avait un certain espace des états, que cet espace des états était un espace vectoriel parce qu'on peut faire des combinaisons linéaires, c'est la base de la base. Et puis, le seul exemple concret qu'on a utilisé, c'était le spin and me, avec l'expérience de Stern et Gerlach, où on s'est intéressé aux états de spin, et on a vu que c'était un espace vectoriel de dimension 2, complexe, hein, donc qui correspondait à des orientations, enfin, à ce qui classiquement peut se lire comme une orientation d'un certain vecteur dans l'espace à 3D. Donc c'est 3D réel, mais 4D complexe, sachant qu'il y a une... Enfin bon, comme la norme doit être égale à 1, il y a une dimension qui disparaît, si vous voulez. Enfin bon, bref. Donc c'est le seul exemple concret, c'était l'espace des états de spin. Mais même une particule de spin and me, un électron, a d'autres états possibles que ces états de spin. L'électron peut avoir un spin pointant classiquement dans cette direction, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, mais il peut aussi se trouver là, ou là, ou là, ou là. Clairement, l'électron avec un spin dans cette direction-là, ici, et l'électron avec un spin dans cette direction-là, là, c'est pas le même état, d'accord? Donc, en plus de l'état de spin, on peut être au même endroit avec différents états de spin, mais on peut avoir le même spin à différents endroits aussi. Donc, en plus des états de spin, il y a en particulier des états de position. Et bien évidemment, pour la physique, enfin, pour faire le lien avec la physique classique, on voit bien que la position d'un système, c'est quelque chose d'important. Ce qui se passe ici, ce qui se passe là, c'est souvent différent. Donc, on va maintenant considérer les états de position. On aurait pu commencer par les états de position. Le problème, c'est que les états de position correspondent à un espace vectoriel de dimension infinie. Parce qu'il y a plein de positions différentes possibles, en fait. Donc, on a commencé par présenter la structure de la physique quantique, d'abord dans un espace abstrait, avec notre fameuse grandeur G, qui avait des valeurs bien définies, GI, dans différents états, et on a considéré ici un espace de dimension qu'on n'a même pas spécifié. Mais on a dit que ça pouvait également être une dimension infinie. Mais après, donc, dans les cas pratiques, on a travaillé essentiellement sur un spin, parce que c'est la même logique, c'est le même formalisme quantique, autant travailler à 2 dimensions. Ça permet d'écrire les matrices, de voir ce que c'est, de faire de la diagonalisation, de faire des produits scalaires. Bref, à 2 dimensions, c'est évidemment trivial. On peut le faire exactement pareil à n dimensions. Mais si on s'intéresse aux états de position, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué, parce que non seulement il y a beaucoup de positions, non seulement il y a une infinité de positions, mais en fait, il y a une infinité non dénombrable de positions. Et ça va nous poser un problème profond, parce qu'en réalité, les espaces de Hilbert sont de dimension finie, normalement. Dénombrables, pardon. Ils peuvent être de dimension infinie, mais dénombrables. Suivant les définitions, on met comme définition de l'espace de Hilbert le fait qu'il soit de dimension au plus dénombrable. Alors, certains essayent de construire
enfin, une théorie des espaces de Hilbert en dimension infinie non dénombrable, on rencontre des problèmes majeurs. J'ai lu une fois une citation qui m'avait bien amusé, je crois que ça vient d'un mathématicien, je ne sais plus qui disait les espaces de Hilbert de dimension non dénombrable, je ne sais pas si ça existe, mais si ça existe, je ne veux pas les rencontrer. Donc, en gros, c'est vraiment, vraiment compliqué. Tous les espaces vectoriels de dimension infinie qu'on va considérer seront de dimension infinie dénombrables. Et je vous dis, en fait, on peut vraiment le prendre comme une définition de l'espace de Hilbert. Ça doit être de dimension dénombrable. C'est-à-dire qu'il doit exister des bases de Hilbert dénombrables. Oui ? Alors, justement, non, et c'est là qu'il va falloir ruser un peu. Donc, grand 1, état de position et espace associé. État de position, ouais. Alors, je vais faire une introduction un peu générale. Je vais juste vous rappeler des choses élémentaires sur la notion de position, mais il faut qu'on se mette tous d'accord sur ce qu'on appelle une position. C'est compliqué la notion de position, vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est l'espace, ni le temps d'ailleurs. Mais on en fait l'expérience et on voit bien que la réalité physique se manifeste de manière spatiale et temporelle. Mais on ne sait pas trop ce que c'est que l'espace. Il y a une chose qu'on sait par contre, c'est que l'espace est relatif. Alors, pas au sens de la relativité, aussi au sens de la relativité, mais ce n'est pas de ça que je parle là. Il est relatif au sens où vous ne pouvez pas définir des positions dans l'absolu. Donc, une position est définie toujours de manière relative, c'est-à-dire en référence à une autre. Dire qu'un corps est ici, ça ne veut rien dire. Ici, c'est pas défini. Ce qui est défini, c'est dire que ce corps, il est à une certaine distance de celui-là. Ça a un sens. Enfin, ça a un sens. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Fondamentalement, la notion de distance, de longueur, de durée. Donc, encore une fois, on ne sait pas ce que c'est vraiment l'espace-temps. Mais enfin, on voit de quoi... on a une notion intuitive de la notion de distance. Dire qu'il y a une plus grande distance entre ces deux points-là qu'entre ces deux-là, ça nous parle, enfin, c'est associé à une grandeur physique qui nous est intuitive. C'est un élément de la réalité d'une façon ou d'une autre, et il faut pouvoir décrire ça d'un point de vue physique. Et d'un point de vue mathématique, quantitatif, puisque effectivement, il y a un sens à dire qu'une longueur d'un objet est 2 fois plus grande qu'une autre. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez reporter la première longueur 2 fois pour couvrir l'autre objet. Enfin, bon. Donc, on a un sens quantitatif associé à la notion de longueur, mais c'est toujours relatif. Si je dis, donc je ne peux pas définir une position dans l'absolu. D'ailleurs, si je parle de cette position, vous savez tous que la Terre tourne sur elle-même, qu'elle tourne autour du Soleil, que le Soleil est entraîné dans la galaxie. Donc ce point-là dont je parle, là, pendant qu'on parle, il a parcouru des kilomètres et des kilomètres pendant des dizaines de kilomètres par rapport au référentiel galactique, par exemple. Donc, dire un point, ça ne veut rien dire. Ce qu'on peut dire, on peut spécifier la position d'un point par rapport à des corps pris comme référence. Donc, c'est la notion de référentiel. Mais quand on définit un référentiel, c'est-à-dire un ensemble de corps qui ne bougent pas les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire qui gardent des distances fixes par rapport aux autres, on ne dit pas où se trouve ce référentiel. C'est-à-dire, le référentiel lui-même n'est pas situé quelque part, puisqu'il serait situé par rapport à un autre référentiel. Mais donc, pour situer un objet, il faut un référentiel qui n'est pas lui-même situé, qui est situatif, si vous voulez. C'est le référentiel qui permet de définir les positions par rapport à lui. Donc,
on choisit un certain corps de référence. Donc un référentiel, je vous rappelle, la définition d'un référentiel, c'est un ensemble de points, enfin c'est un ensemble de points à des positions fixes les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire à distance fixe les uns par rapport aux autres. Enfin, l'un à l'autre, bref. Donc on se fixe un référentiel, et à partir de là, on peut définir des positions. Comment? Eh bien, justement, par la distance. Donc, je vais le mettre dans le plan. En fait, je ne vais même pas mettre d'axe, je mets un référentiel, un corps physique, un corps solide, c'est-à-dire non déformable. Et puis, ayant ce corps, je peux définir ce point-là de façon parfaitement bien définie, comme le point qui se trouve à telle distance de celui-là, et puis telle distance de celui-là, et telle distance de celui-là, et telle distance de celui-là. Il n'y a qu'un seul point qui a des distances bien définies par rapport à tous les points du référentiel. Alors en fait, on sait en géométrie que si vous êtes dans un plan comme ça, il suffit de 2 nombres pour définir la position de n'importe quel point de l'espace. Et par exemple, ces 2 nombres pourraient être, donc vous attachez à ce corps 2 axes, et donc vous pouvez repérer la position de ce point par la distance à ce point-là le long de cette direction-là, enfin de cette direction-là, donc un certain x, et puis la distance ici, y. Avec 2 nombres, vous avez tout. Si vous avez ces 2 nombres, ça vous définit de façon univoque le point M, et si vous avez le point M, ensuite vous avez les distances par rapport à tous les autres points. Donc l'ensemble des distances qui définissent la position d'un point peut se ramener à 2 distances seulement, quand on est dans un espace de dimension 2. C'est ça que ça veut dire dimension 2. Quand on dit que l'espace a 3 dimensions, ça veut dire qu'on peut repérer dans un référentiel donné tous les points par 3 nombres, altitude, longitude, latitude, ou distance à ce mur-là, distance à celui-là, puis distance au coin là-bas, enfin peu importe, vous choisissez le système que vous voulez. Évidemment, le système de coordonnées cartésiennes est particulièrement pratique. En tout cas, vous pouvez transformer vous pouvez définir des positions via des distances au moyen des coordonnées. Alors, mais il ne faut pas oublier que lorsque vous dites que le point M se trouve aux coordonnées x, y, z, il ne faut pas oublier que x, c'est un nombre qui cache en fait une grandeur physique qui est une distance. Ce x, alors si je définis, donc on va dire x, y, z, d'accord, dans un certain référentiel, le x, c'est en fait la distance du point dont vous parlez au plan y au z, d'accord? C'est la distance entre le point et le plan y au z. De même, y, c'est la distance entre votre point et le plan x au z. Et z, c'est la distance entre le point et le plan x au y. Okay? Donc ces coordonnées sont en fait des distances. C'est caché dans le choix du repère et du système de coordonnées qu'on a pris, mais ces coordonnées sont des distances. La grandeur physique sous-jacente, c'est la grandeur distance, enfin, longueur, enfin, qui se mesure en mètres. Alors, comment traiter cette situation du point de vue quantique? Les positions sont donc associées à la grandeur physique distance. Alors, à partir de maintenant, on va se mettre à une dimension. On va se mettre à une dimension, puisque c'est pareil dans toutes les directions. Et donc, je vais m'intéresser à la traduction quantique du fait d'être situé en un point. Être situé en un point, c'est avoir une position bien définie, et c'est donc avoir une valeur bien définie de la grandeur distance au plan correspondant. Si je prends la variable x, c'est la distance au plan x, au YZ, Y au Z. Donc, je vais parler ici des états à position bien définie. Je suis peut-être allé un peu vite sur ce point, mais
Donc, à partir du moment où on a réalisé que, en fait, des positions, c'est juste des valeurs d'une certaine grandeur physique, longueur, distance, enfin, ce que vous voulez, alors, en physique quantique, on a tout de suite un problème, c'est qu'il va y avoir des états qui correspondent à une valeur bien définie de cette grandeur physique. Je vais appeler la grandeur physique X. Donc, grandeur physique X, en fait, donc c'est, donc je me mets à une dimension, hein. Ça se généralise trivialement. Donc, quand je dis je suis à l'endroit X, c'est parce que j'ai pris déjà une référence, sinon X ça ne veut rien dire en soi. En fait, ça veut dire je suis à la distance X du point 0. Être en X, c'est avoir pour valeur de la distance à 0 la valeur X. Mais en physique quantique, s'il y a des états qui ont une valeur bien définie de la grandeur distance à l'origine, il y a aussi des états qui n'ont pas de valeur bien définie de la grandeur distance à l'origine. Parce que l'état qui correspond à cette position, on a bien envie de le noter X, comme ça, parce qu'il y a une valeur bien définie de la grandeur X, qui est justement petit x. Et donc on a bien envie d'écrire, enfin, si on continue le développement du formalisme quantique, être en un endroit bien défini, ça veut dire avoir une valeur bien définie de la grandeur. Et donc, j'ai un opérateur associé à cette grandeur, tel que x appliqué à l'état de position bien définie x, soit égal à x fois lui-même. C'est-à-dire qu'un état à position bien définie enfin, à partir des états de position bien définis, je peux fabriquer un opérateur position, c'est-à-dire un opérateur distance à l'origine, tel que les états à valeur bien définie soient vecteurs propres associés à la valeur propre, la valeur de la grandeur en question, c'est-à-dire justement la position, enfin la distance à l'origine. OK? Donc, s'il existe des états à position bien définie, et en fait je vais mettre un triple point d'interrogation ici, je ne sais pas si ça existe, mais s'il en existe, voilà comment ils doivent se comporter. C'est tout à fait le formalisme qu'on a développé dès le début. Les états à valeur bien définie, petit gi de la grandeur g, vérifient ceci, enfin je définis l'opérateur g comme ceci. Donc ça, c'est juste une grandeur physique parmi d'autres qui est la distance à l'origine. Et donc les mêmes lois, enfin les lois de la physique sont générales. Ce qui est vrai pour n'importe quelle grandeur est vrai pour cette grandeur-là, et donc voilà ce qu'on a. Alors, première conséquence, de même que à partir de ces états-là, on peut former des états qui sont des combinaisons linéaires des GI et qui n'ont pas de valeur bien définie de grand G, et que simplement si on mesure grand G, on va obtenir les valeurs GI de façon aléatoire avec une probabilité qui est égale au module au carré du coefficient de la combinaison linéaire. De la même façon, si j'ai des états à position bien définie, alors j'en ai qui ne sont pas à position bien définie. Et rien que ça, classiquement, c'est un tout petit peu troublant, parce qu'on a l'habitude que les objets, ils sont quelque part. Enfin, les systèmes physiques sont quelque part. Ben, en fait, non. S'il y a des systèmes physiques qui sont quelque part, alors il y en a qui n'y sont pas, enfin qui n'ont pas de valeur bien définie de la grandeur position, enfin de la grandeur distance à l'origine, si vous préférez. Donc si vous avez alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, ça n'a pas c'est pas qu'on ignore où il se trouve cet objet. C'est qu'on sait qu'il n'a pas de position bien définie, j'arrive tout de suite, et que si on mesure sa position, eh bien on va trouver x1 avec la probabilité module de alpha 1 carré, enfin, si ce n'est pas normalisé, on va faire ça, d'accord? Et puis on va trouver x2 avec la proba, p de x2,
égale module de alpha 2 carré. Et si ce n'est pas normalisé, on le normalise. Oui? En fait, c'est pas qu'elle n'est pas vraiment définie, c'est juste qu'on n'arrive pas à mesurer. Non, non, il n'y a pas de valeur bien définie. De même que lorsqu'un état est défini par alpha 1 G1 plus alpha 2 G2, il n'a pas de valeur de G. Il n'y a pas de valeur de G associée à cet état. Alors attendez, parce qu'il y avait une question que j'ai... C'était où? C'était vous, oui. Si leur position n'est pas bien définie, ça veut dire qu'ils disparaissent. Non, 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 non. Ça veut dire que c'est un état sans valeur bien définie. Pourquoi tous les états auraient-ils une valeur bien définie de la position? On a admis déjà, enfin on a constaté que un spin, enfin un électron, un spin 1,5, pouvait être dans un état à valeur bien définie de la composante Z du moment du spin, ou du moment magnétique. Mais d'autres, non. Et on l'a constaté expérimentalement. L'état qui pointe vers X, si vous mesurez sa composante Z, vous allez avoir aléatoirement plus ou moins, une fois sur deux si c'est X, et sinon avec un cos alpha, etc. etc. Donc, il y a des états sans valeur bien définie de toutes les grandeurs, enfin de certaines grandeurs physiques. Mais la position, c'est juste une grandeur physique comme une autre. Donc, il y a des états sans valeur bien définie de la position. Par exemple, celui-là, de façon évidente, ça, c'est un état qui a une valeur bien définie de la position qui est x1, ça, une valeur bien définie de la position qui est x2, et ça, il n'y en a pas. Alors, à qui en premier? Allez-y, pardon, désolé. Ah, galanterie, à vous. Juste par rapport à cette définition, j'ai pas compris soit, enfin, pour moi, avoir une valeur bien définie, c'est équivalent à dire je suis mesurable. Donc, soit, Ah non, non, non. Le système G, la grandeur G, qui a des états à valeur bien définie, G1 et G2. Non, non, mais si je mesure la grandeur G alors que le système est dans cet état-là, je peux faire la mesure, il n'y a aucun problème. Et je vais trouver le résultat G1, je vais trouver le résultat avec la probabilité modulo alpha 1 carré, je vais trouver le résultat de G2 avec la probabilité modulo alpha de G2. Donc, le système dans cet état-là, il n'y a aucun problème. Je peux mesurer sa position, en principe. Et je vais trouver un résultat. Alors, soit on croit à Copenhague, et si on mesure x1, alors, du coup, maintenant le système est dans cet état-là, on a oublié tout le reste. Soit on ne croit pas, soit on croit juste à la physique quantique, et si on mesure la position, on va se retrouver, j'arrive tout de suite, hein, je suis désolé, mais donc mesure de la position, on va se retrouver dans l'état alpha 1, x1, croix, j'ai mesuré x1, plus alpha 2, x2, croix, j'ai mesuré x2. Voilà. Oui. c'est ça que l'état, par exemple, psi, là, il n'est pas défini par une valeur qui serait alpha, G1 avec la probabilité alpha 1 carré, et G2... Oui, mais donc il n'a pas de valeur. Non, mais il n'a pas une valeur qu'on arrive à mesurer. Non, 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 il n'a pas de valeur bien définie. S'il avait une valeur bien définie, si je la mesure, j'obtiendrais ce résultat. Or, ce n'est pas le cas. Mais c'est pas parce que juste on n'arrive pas à mesurer ce résultat. Non, mais c'est pas lié. C'est pas lié à l'instrument de mesure. Reprenez le spin 1,5. Vous mesurez il y a une grandeur physique qui est la composante du spin dans cette direction-là. Si le spin pointe comme ça, eh bien, il n'a pas de valeur bien définie sur cette projection-là, sur cette composante, sur cette direction-là. S'il en avait, en la mesurant, vous la trouveriez. Mais justement, il n'y en a pas. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que... C'est pas qu'on ne sait pas la mesurer. Oui, non, mais là, vous me dites qu'il suffit juste de changer d'appareil de mesure. Trouver un truc qui... Ah, oui, mais c'est une autre grandeur physique. À ce moment-là, vous mesurez la composante dans cette direction. Là, il a une valeur bien définie de cette grandeur. Mais il n'a pas de valeur bien définie de celle-là. Oui. Quand on a fait le raisonnement pour déduire qu'on n'a pas de grandeur bien définie, on a dû utiliser le fait que l'espace a une dimension finie. Non? Parce que sinon,
s'il est infini, on peut définir un x3 qui est alpha x1 plus Non, de même que... alpha 1 plus alpha 2. Non, je vous assure que si vous faites la mesure de la position de ce truc-là, vous n'allez pas trouver toujours le même x3. Vous allez trouver x1 ou x2 avec des probabilités module alpha 1 carré, module de alpha 2 carré. De même que lorsque vous mesurez la composante du spin orientée dans cette direction, si vous mesurez la composante dans cette direction, vous n'allez pas trouver la projection sur cet axe-là. Vous ne trouverez jamais la projection. Vous trouverez soit plus h bar sur 2, soit moins h bar sur 2, avec des probabilités telles que, en moyenne, ça fera, si vous faites la somme fois les probabilités, ça va faire comme s'il y avait juste la projection. Mais jamais vous trouverez cette valeur-là. Absolument jamais, elle n'existe pas. Et là, pareil, si le système est dans cet état-là, vous ne trouverez jamais rien d'autre que x1 ou x2. Et ce sera aléatoire avec la probabilité module de alpha 1 carré, module de alpha 2 carré. Oui. Alors, effectivement, ils ne sont pas sur le même axe de l'espace des états de position. Ces deux vecteurs-là, dans l'espace des états, sont orthogonaux. Yes? C'est pour ça que... Ah, les états, c'est pas les états qui commutent pas, c'est les opérateurs. Mais si l'opérateur X, en fait, s'il commute avec celui de Y, ouais. C'est une autre composante, il commute. On verra ça. C'était vous qui aviez une question? Non? Oui. Non, 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 non. Chut, s'il vous plaît. En pratique, c'est ça qui se passe malgré tout. C'est-à-dire que si on le mesure en x1, à partir de ce moment-là, le reste va se comporter comme s'il avait vraiment été en x1. Mais il n'y était pas en x1. Parce que s'il avait été en x1, j'aurais eu aucune chance de le mesurer en x2. Oui, mais parce qu'en fait, le système vient dans cet état-là, ça plus ça, et par conséquent, tout ce qui va se passer ensuite va être une combinaison de il est en x1, je l'ai mesuré en x1, et de il est en x2 et je l'ai mesuré en x2. Et donc la suite va avoir encore des... et puis après, puis ça évolue... Enfin, si vous faites évoluer le système, cette composante va évoluer comme s'il avait été en x1, et celle-là comme s'il avait été en x2. Donc dès lors que vous l'avez mesuré en x1, la suite va se dérouler comme s'il était en x1, puisque c'est le cas. Si vous l'avez mesuré là, il est là. Mais simplement, Copenhague dit, il n'y a que ça dans le monde. La physique quantique dit, ça c'est juste une composante du monde. Chut, chut, s'il vous plaît. Ça veut bien dire que tous les états qu'on a la capacité de réellement mesurer, de voir, c'est ceux qui sont bien définis pour nous. Et les autres, on peut en voir qu'une composante. Et encore, s'il y en a une autre, on ne peut pas la voir. On peut savoir que le système est dans un état comme ça. Oui, par exemple. Mais on peut aussi faire interférer si vous avez un système qui est dans cet état-là, puis un autre qui est dans l'état et que vous faites la somme des deux, celui-là, vous ne le trouverez jamais en x2. Bon. C'est bon, il n'y a pas de questions brûlantes? Quelle heure est-il? Ça va, on a encore un petit peu de temps quand même. Alors, c'est sûr que c'est un peu troublant, hein, parce qu'on a l'habitude de penser que les objets sont bien localisés. Mais c'est vraiment la structure de la physique quantique. S'il y a des états à position bien définie, alors il y en a à position non définie. Non pas à position qu'on ignore, mais il y a juste la grandeur position n'est pas pertinente pour cet état, n'a pas de valeur bien définie. Si ça ne vous a pas trop choqué pour la grandeur G, ça ne doit pas vous choquer pour la grandeur X, qui est juste une grandeur comme une autre. Oui? Chut, s'il vous plaît, j'entends même pas les questions.
Oui. Absolument. Cet état-là n'a pas une valeur bien définie de la position. Mais c'est un état comme un autre. Il n'est pas plus mystérieux qu'un autre. Cet état qui n'a pas une valeur bien définie de la position a une valeur bien définie d'une autre grandeur dont cet état est vecteur propre. Vous pouvez fabriquer une infinité d'observables dont cet objet, dont cet état est vecteur propre. Et donc toutes ces grandeurs pour lesquelles cet état est vecteur propre ont une valeur bien définie lorsque le système est dans cet état, la valeur propre en question. Donc cet état n'a rien de mystérieux. C'est un état dans l'espace des états. Un état comme un autre. Juste, si vous vous intéressez à la grandeur particulière position, alors celui-là n'a pas une valeur bien définie. Ok, mais le spin orienté par là a une valeur bien définie de son spin. Enfin, c'est un état comme un autre. Il y a une valeur bien définie du spin, de la composante du spin dans cette direction. Mais si vous vous intéressez à une autre grandeur, comme par exemple le spin dans cette direction, ah bah il n'a pas de valeur bien définie. Oui, ok, mais enfin si vous aviez pris un vecteur qui a une valeur bien définie du spin dans cette direction, alors il n'en avait pas dans cette direction-là. Donc chaque état est un état de plein droit, ils ont tous le même statut, chaque état a une valeur bien définie de certaines grandeurs et n'a pas de valeur bien définie d'autres grandeurs. S'il est un état, enfin, en gros, on a une valeur bien définie de toutes les grandeurs pour lesquelles on est vecteur propre, et on n'a pas de valeur bien définie pour toutes les grandeurs pour lesquelles on n'est pas vecteur propre. Et donc il y a une infinité de grandeurs qu'on peut définir, pour lesquelles on est vecteur propre, il y a une infinité de grandeurs qu'on peut définir pour lesquelles on n'est pas vecteur propre, et donc il n'y a pas de rôle particulier à faire jouer à telle grandeur plutôt qu'à telle autre. Alors, en principe. Maintenant, évidemment, en pratique, c'est vrai que la grandeur position, pour nous, c'est pas n'importe quoi. On est un peu familier de cette grandeur-là, plus que de la grandeur racine cubique de la masse fois le sinus du logarithme de l'énergie divisé par, je sais pas, la quantité de mouvement au cube, etc. Enfin bon, bref. Ouais. Donc il y a des grandeurs qui sont particulièrement pertinentes, mais elles sont particulièrement familières, je dirais, mais elles sont familières parce que les lois de la physique leur font jouer un rôle particulier. Et effectivement, on constate que la notion de position n'est pas tout à fait indifférente pour nous. Enfin, c'est pas pour rien que notre interaction au sein du monde physique a fait émerger cette notion de position. Il y a un rôle particulier, enfin, c'est la position, ok. Mais il ne faut pas oublier que cette notion de position qui a émergé dans notre conscience et dans notre représentation du monde vient de la manière dont on interagit avec le monde, etc. Or, on interagit avec le monde qu'à l'échelle macroscopique. Et donc, de même que la notion d'un vecteur spin, d'un vecteur moment magnétique pointant dans une direction, on a vu qu'au niveau quantique, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un vecteur qui pointe dans une direction, sinon il aurait des composantes sur chacun des axes qui sont ce qu'elles sont, etc. Or, si on regarde un spin individuel, c'est clairement pas ça qui se passe. On ne peut pas avoir des composantes bien définies. Avoir des valeurs bien définies des trois composantes, c'est impossible. Même deux composantes, c'est impossible, les observables ne commutent pas. Donc, néanmoins, quand on travaille en moyenne avec plein de spins, etc., on a vu que si vous faites une mesure d'un spin orienté comme ça, si vous faites la mesure de cette composante-là, en moyenne, vous allez trouver exactement comme si vraiment il y avait un vecteur qui pointait par là, et vous allez trouver sa projection là-dessus. En moyenne. Mais en vrai, non. Et bien, pareil, la notion d'espace a émergé à notre échelle, donc en moyenne, elle a un sens. Mais en détail, elle a un sens aussi, c'est-à-dire il y a un opérateur associé à cette grandeur position, mais il n'y a pas que des états qui ont une valeur bien définie de la position. De même qu'il n'y a pas des états qui ont une valeur bien... Enfin, il n'y a pas que des états qui ont une valeur bien définie de n'importe quelle grandeur physique. Pour toute grandeur physique, il y a des états qui ont une valeur bien définie, ce sont les vecteurs propres, et des états qui n'en ont pas, c'est l'immense majorité de toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs propres-là. Donc c'est pareil pour la grandeur position, même si effectivement ça nous choque un peu parce qu'on a l'habitude de penser que forcément on a une valeur de la position bien définie, mais on a aussi l'habitude de penser que forcément on a une énergie bien définie, que forcément on a un moment magnétique bien défini, que forcément on a un moment cinétique bien défini. C'est juste pas le cas. Et bien pareil pour la position. Donc, néanmoins, cette notion de position, elle existe, c'est une grandeur physique, on peut lui associer un opérateur, et, j'arrive tout de suite, et
pour cet opérateur, un état qui a une valeur de position bien définie, donc qui se trouve en un lieu bien défini, serait un état comme ceci, qui, si il s'agit de la position bien définie petit x, serait du coup vecteur propre de cet opérateur, associé à la grandeur physique position, enfin distance à l'origine, qui vaut justement le petit x en question. Oui? En fait, je me suis rappelé qu'on a montré pour le spin qu'il existe en fait une orientation pour laquelle le spin est bien défini. Ouais. Et donc, je me demande s'il existe une sorte d'orientation de l'esprit de manière à que cette superposition des positions soit vraiment une position. Alors, ce ne sera pas une position, de même que le spin qui est orienté comme ça, il a une valeur bien définie de la composante du spin par là, mais pas de celle-là. Donc, si vous intéressez juste à la grandeur physique composante suivant z, il n'en a pas. Et là, si vous vous intéressez à la grandeur physique position suivant x, il n'y en a pas. Mais pas non plus suivant y, ni suivant z. Mais, comme je le répète, ça a une valeur bien définie d'une certaine grandeur. De toutes les grandeurs, dont ça est vecteur propre. Donc vous pouvez en imaginer autant que vous voulez. Est-ce qu'elles sont pertinentes physiquement? Pas vraiment. Alors ça dépend. Ça dépend. On pourra fabriquer, enfin on verra des cas. Enfin pas avec juste deux comme ça, mais avec une distribution, oui. Ok, donc on a... j'en suis quoi? 2, ouais, état propre à valeur bien définie. Ok, donc vous voyez l'idée. S'il existe, j'ai mis des points d'interrogation, parce qu'en fait, ça n'existe pas, mais on peut s'en approcher. Et ça va être ça la difficulté. S'il existe des états à valeur de position bien définie, alors voilà ce qui vérifie, simplement c'est l'extension de ce qu'on a toujours vu pour n'importe quelle grandeur physique. La difficulté, c'est que là, du coup, vous avez un continuum de vecteurs propres. Parce que x, pour autant qu'on sache, alors en fait, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que l'espace. Mais en physique, on traite l'espace comme une grandeur continue. Et le continu pose problème. On suppose que tous les x possibles, toutes les positions possibles, en physique classique, on fait ça tous les jours, ça balaye l'ensemble des réels. Et l'ensemble des réels n'est pas dénombrable. Merci Cantor. On sait depuis quelque temps que l'ensemble des nombres réels n'est pas dénombrable. Mais le continu, c'est super compliqué. Si vous n'avez jamais réfléchi au paradoxe de Zénon, il est temps de le faire. Et par ailleurs, je vous rappelle que la puissance du continu, enfin pour ceux qui aiment un peu les maths, on ne sait même pas s'il y a un infini intermédiaire entre l'infini dénombrable et l'infini du continu de R. C'est ce qui s'appelle l'hypothèse du continu, qu'on ne sait pas démontrer, mais pire, on a démontré que ce n'était pas démontrable. On a démontré que c'était indécidable, au sens de Gödel. C'est-à-dire que si vous postulez que c'est vrai, si l'arithmétique n'a pas de contradiction, vous pouvez postuler que c'est vrai, qu'il y a quelque chose entre l'infini dénombrable et l'infini du continu, et vous n'aurez pas de contradiction, mais vous pouvez postuler que ce n'est pas vrai, et vous n'aurez pas de contradiction. On a démontré qu'on ne pouvait pas décider en tout cas dans le cadre de la théorie arithmétique actuelle, il est impossible. Enfin, c'est une proposition indécidable. Donc, on ne comprend pas bien le continu. Oui, à vous. Le paradoxe de Zénon. Alors, je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne d'Itidorion. J'ai fait 3 petites vidéos sur des paradoxes de Zénon. Ça en mériterait 300, mais vous verrez, vous aurez un premier aperçu. Ça exploite le problème du continu, justement, qui montre Zénon, par un petit raisonnement simple, démontre qu'il est impossible de se déplacer. Et pourtant, on peut se déplacer. Oui, on ne peut pas aller d'un point A à un point B, par exemple. Bon, bref, vous verrez ça. Ok, donc, vous voyez le problème. La notion de position, elle a un sens pour nous. Avoir une position bien définie, ça semble avoir un sens. On est prêt à admettre que dès lors
qu'on peut avoir des états à valeur de position bien définie. Alors forcément, par combinaison linéaire, il y en a qui n'ont pas de valeur de position bien définie, très bien. Mais il y a un problème supplémentaire qui est que ces états à valeur de position bien définie, avec la notion d'espace qu'on a communément, il devrait y en avoir une infinité non dénombrable. C'est-à-dire que l'espace de Hilbert dont l'ensemble des vecteurs, l'espace de Hilbert représentant l'espace des états de position pour un système devrait avoir ici une dimension infinie non dénombrable. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si ça existe, des bêtes comme ça, mais si ça existe, je ne veux pas les rencontrer. C'est pas moi qui le dis, c'est un... Je ne sais plus qui, mais enfin bref, je trouve cette phrase assez géniale, parce que ça traduit bien la situation. Je vous assure que si on essaye de faire des mathématiques dans l'espace de Hilbert à dimension non dénombrable, il y a vraiment des problèmes. Oui. Alors en fait, oui, je dis que ça n'existe pas parce que si vraiment ça existait, ça, eh bien il y aurait une dimension infinie, non dénombrable, pardon, et ce serait un vrai souci. Alors elles peuvent être à peu près, elles peuvent être dans un état qui se rapproche d'une position bien définie, mais ça peut jamais vraiment être une position bien définie. Elle ne peut pas se trouver dans un état à valeur de position bien définie. Ce n'est pas un état strictement à valeur strictement bien définie. Ce n'est pas un état de l'espace des états. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans l'espace des états. Il y a des tas d'états. L'espace des états de position est un espace vectoriel de dimension infinie. Donc, il y a plein d'états possibles. Parmi tout cela, il n'y en a pas qui ont une valeur bien définie, strictement bien définie de la position. Il ne serait pas un espace de Hilbert dénombrable, donc il ne vérifierait pas les conditions de linéarité qui vont bien et la possibilité d'avoir un produit hermitien et de faire du calcul, de faire des produits scalaires, etc. Enfin, oui, si vous arrivez à en trouver un, vous aurez sans doute une médaille Fields. Si vous arrivez à faire une théorie quantique avec un espace de Hilbert non dénombrable, je pense que vous aurez beaucoup de... Enfin, vous serez acclamé. À commencer par moi d'ailleurs, hein, mais je ne serai pas le seul. Par ailleurs, ce que je vais vous montrer là, donc je vais vous montrer maintenant la structure de l'espace vectoriel des états. Ça rend compte parfaitement de toutes les observations. C'est pas comme si on est embêté, il y a l'air d'avoir quelque chose qu'on ne sait pas décrire. Non, non. En faisant ce que je vais vous dire là, on décrit absolument tout ce qu'on voit. Hein. Donc c'est pas une faiblesse de la théorie pour autant qu'on sache. Ça ne veut pas dire qu'un jour on ne la dépassera pas. Parce que, encore une fois, on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'espace. Un jour, il faudra bien savoir. Mais en tout cas, ça permet de décrire parfaitement tout ce qu'on voit. Et après, on arrive à le décrire justement en utilisant des astuces et des artifices. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous allez voir. Alors, bla, 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 bla. OK. Alors, bon, je reste dans le troisièmement parce que, bon. Donc, je vais vous écrire ce qu'on aimerait bien pouvoir écrire. Juste, on va transposer tout le formalisme qu'on a développé dans un espace vectoriel de dimension finie ou infinie dénombrable dans le cadre de ce qu'on a ici. C'est-à-dire, on avait parlé d'une grandeur G qui pouvait avoir un ensemble de valeurs GI correspondant à une base de vecteurs propres GI, comme ceci. Donc, base orthonormée de l'espace de Hilbert. Et l'idée, c'est simplement, pour tout état de cet espace des états, d'écrire, de développer l'état sur la base des vecteurs propres, c'est-à-dire écrire une somme de alpha i GI, enfin, bon, de i égale 1 à n,
Et donc, on peut représenter psi comme un vecteur colonne dans cette base, alpha 1, alpha 2, alpha n, d'accord? Et puis, si on a psi 1 qui est alpha 1, alpha n, si on a psi qui est ça, et phi qui est bêta 1, bêta n, eh bien, on a un produit hermitien, H de psi et de phi, qu'on écrit en notation de Dirac avec le bras et le ket. Donc, on a ce bracket qui vaut transposé conjugué de ça fois ça, c'est-à-dire somme des alpha i étoile bêta i. D'accord? Et puis, on a évidemment la norme de psi, qui est au carré, qui est le produit de psi avec lui-même. Et donc, c'est la somme sur i des modules de alpha i carré. D'accord? Donc ça, c'est le formalisme qu'on a développé, standard. Enfin, on est dans un espace de Hilbert avec un produit hermitien, tout va bien. Alors ça, c'était en dimension n. On sait faire, il y a des matrices, on peut les diagonaliser, on peut faire ce qu'on veut, bref, facile. Alors, vous avez vu normalement en maths les espaces de Hilbert de dimension infinie dénombrable. Vous avez vu ça déjà. Et vous avez vu la notion de base de Hilbert qui permet en gros de faire ça, y compris à dimension infinie. C'est-à-dire qui permet de donner un sens à ça quand n tend vers l'infini. Donc, je vais mettre dimension infinie dénombrable. Donc ça, c'était en dimension finie, dimension n. En dimension infinie dénombrable, toute l'idée de la théorie des espaces de Hilbert, c'est d'arriver à définir des bases de Hilbert qui permettent de faire des calculs comme si c'était dimension finie. C'est-à-dire qu'on a une base, je vais la noter EI, pour I appartient à N, donc dénombrable, infini dénombrable. Et on peut écrire psi. Alors, l'idée, c'est que si ça, c'est une base de Hilbert, alors, vous savez qu'une combinaison linéaire, c'est forcément une combinaison linéaire finie. Mais il est possible d'approcher n'importe quel vecteur de l'espace de Hilbert, qui est un espace complet, pour sa norme, c'est-à-dire toute suite de Cauchy converge vers un vecteur de l'espace lui-même, par une suite de combinaisons linéaires, c'est-à-dire si vous définissez, je vais noter psi indice P, comme étant, pour chaque psi, vous pouvez définir son produit hermitien avec un vecteur de base, En psi, et ça, c'est le coefficient du développement de psi dans la base. Donc on peut écrire formellement, en fait, ceci, somme de n égale 1 à l'infini de En psi En. C'est-à-dire qu'on donne un sens à cette expression-là, et pour pouvoir donner un sens à cette série, cette somme infinie, il faut montrer qu'elle converge bien, et c'est toute la construction que vous avez vue en maths. Donc l'an dernier, je faisais le cours de maths, donc je savais très bien ce que vous avez vu. Là, je ne sais pas exactement en détail ce que vous avez vu, mais enfin, en principe, vous savez qu'on donne un sens précis à cette expression-là. C'est-à-dire que cette chose-là a une limite au sens de la norme dans l'espace de Hilbert, et donc on peut écrire ça. Du coup, c'est comme si... Donc, et ça, le produit scalaire hermitien entre le vecteur de base n et psi, c'est donc l'équivalent du coefficient dans le développement. Alors, ça, c'est pas à strictement parler une combinaison linéaire, puisqu'il y a une somme infinie. Une combinaison linéaire, c'est toujours fini. Mais, justement, grâce aux outils de l'espace de Hilbert et du produit hermitien, on peut donner un sens à ça. Et donc, vous pouvez, grosso modo, représenter psi comme un vecteur colonne, alpha 1, alpha 2, alpha n, mais qui continue.
Et chacun de ces alpha i, là, ce alpha n, c'est le produit scalaire avec En. Et quand vous faites ça, si donc vous avez une base de Hilbert, c'est-à-dire une base justement qui permet de faire ça, hein, où il ne manque pas des... Hein, c'est un système orthonormé total, vous avez dû voir ça. C'est-à-dire que si cette base est une base de Hilbert, si on a la propriété suivante, si on a En psi égale 0, quel que soit n, implique psi égale 0. Vous vous rappelez de ça? Vous avez vu ça? Non? Si. Bon. Alors du coup, si on a ça, si on a une base de Hilbert comme ça, on peut écrire le produit somme, donc le produit scalaire entre deux vecteurs de base. Alors je vais prendre un... Oui, bon, enfin pareil. Donc En phi entre deux vecteurs quelconques, pardon, développés sur les vecteurs de base. Donc phi... Alors... oui, donc là ça va être des bêta 1, bêta n, et puis on continue. Et vous avez le produit scalaire psi phi, qui est en fait la somme des alpha i étoile bêta i, de i égale 1 à l'infini, et vous avez la norme au carré de psi, qui est le produit scalaire de psi avec lui-même, qui est la somme des modules de alpha i carré, de i égale 1 à l'infini. Bref, exactement pareil. Toute l'idée des bases de Hilbert, c'est de pouvoir faire exactement la même chose qu'en dimension finie, et que ça ne pose pas de problème. Et donc, c'est le cas. En particulier, de là, vous pouvez tirer la fameuse relation, la somme des quais de bras, c'est-à-dire des projecteurs sur le sous-espace associé à En. Si vous sommez sur tout, enfin, ça fait. Vous pouvez introduire ça là-dedans et voilà, ça vous donne les relations qu'il faut. Vous pouvez manipuler ça sans problème. Bon, alors, sauf que maintenant, ce qu'on veut, donc on est passé du fini à l'infini sans difficulté, à l'infini dénombrable sans difficulté. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si en fait les états de base qu'on veut sont en dimension, enfin sont non dénombrables, en nombre non dénombrable. Ouais. Ah, c'est l'heure. Ok. 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 À regret, je vais m'arrêter là. Donc on continue ça lundi. Et j'espère qu'on ira assez loin pour que vous puissiez traiter les TD qui suivent. Donc à lundi.